En 48 heures, le Sahel a cessé d'attendre, brisant un demi-siècle d'impuissance. Sous le commandement du général Ibrahim Traoré, les forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont transformé le désert en un champ de décision et de dignité. Ce qui devait n'être qu'une autre bataille contre la peur est devenu une démonstration d'indépendance, une stratégie née du sable, du silence et de la mémoire. Alors, comment un territoire jadis qualifié ingouvernable a-t-il accompli en 2 jours ce que 20 ans d'interventions étrangères n'ont jamais su faire? Ce jour-là, le Sahel n'a pas seulement gagné une bataille, il a retrouvé une voie. Le général Ibrahim Traoré n'a pas promis des miracles. Il a exigé une méthode. Son message, répété à chaque réunion de commandement, était clair. Plus personne ne viendra nous sauver. Nous devons apprendre à nous défendre. Cette phrase a changé la nature même du combat. Car derrière les fusils, il y avait une idée, que la souveraineté n'est pas un drapeau, mais une discipline. Les enjeux dépassèrent le champ militaire. Il s'agissait de prouver que l'Afrique pouvait penser, coder et agir sans traducteur. Chaque soldat savait que s'il échouait, la dépendance reprendrait le dessus. Mais s'il tenait bon, le continent tout entier pourrait respirer autrement. C'est là que résidait la promesse du moment. Transformer la victoire tactique en renaissance morale. Offrir à la jeunesse du Sahel un horizon qui ne soit plus dicté par la peur ou par les donateurs étrangers. Et dans le silence qui précéda l'assaut, on sentit que cette fois, le monde allait devoir écouter. Les premières images de l'opération sont arrivées avant l'aube, floues, granuleuses, presque irréelles. Elles montraient des convois de motos incendiés et des signaux thermiques qui disparaissaient dans la poussière. Pour la première fois, les analystes étrangers n'étaient pas les premiers à comprendre. La surprise venait du sol africain lui-même. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, les armées de l'Alliance des États du Sahel avaient frappé les bastions djihadistes en simultané sur 3 frontières, une manœuvre que même les observateurs militaires occidentaux qualifièrent de synchrone à la seconde près. En moins de 2 jours, plus de 600 kilomètres de corridors terroristes furent neutralisés, selon les chiffres compilés par les états-majors de Bamako, Niamey et Ouagadougou. Mais derrière les données et les cartes se cachait un bouleversement plus profond. Pour la première fois depuis 50 ans, aucune voix étrangère n'avait dicté le rythme ni les cibles. Les drones utilisés n'étaient pas importés. Ils avaient été conçus et programmés localement par de jeunes ingénieurs sahéliens. Les communications passaient par un réseau chiffré maison, sans serveur occidental. Tout cela semblait anodin pour les capitales éloignées, mais pour les soldats, c'était une révolution silencieuse. Ils combattaient enfin avec leurs propres outils, leurs propres mots, leur propre logique. Les témoins racontent qu'au quartier général de Ouagadougou, Traoré répétait la même consigne « Nous ne réagirons plus, nous définirons le champ de bataille ». Et cette phrase, transmise de poste en poste, devint la ligne de front morale d'une armée qui, soudain, se découvrait elle-même. Ce que le monde voyait comme une victoire militaire n'était que la surface. En profondeur, c'était la naissance d'un nouvel alphabet stratégique. Dans les rues de Bamako, des radios diffusaient déjà un mot qui résumait tout, unité. Et ce mot, porté par le vent chaud du Sahel, valait plus qu'un communiqué. C'était la promesse d'une ère nouvelle. Dans la poussière encore chaude du front, une figure se dessinait comme un fil conducteur, celle d'Ibrahim Traoré. Pour beaucoup de soldats, il n'était pas seulement un chef, mais une présence, calme, méthodique, presque austère. On raconte qu'il dormait à même le sol, partageant la ration des troupes, observant les transmissions sans jamais hausser la voix. C'est cette attitude, plus que les ordres, qui a redonné confiance à des bataillons épuisés par des années d'attente et d'humiliation. Un lieutenant malien confiera plus tard, quand il parlait, on entendait la terre avec lui, car l'impact le plus immédiat n'était pas stratégique, mais psychologique. Les soldats découvraient qu'ils n'étaient plus des exécutants d'opérations étrangères, mais les acteurs d'un destin commun. Les premières victoires locales, dans les zones de Dori, Gao et Tillabéri, furent reçues non comme des triomphes, mais comme des preuves. Preuves que la discipline pouvait remplacer la dépendance, que la coopération pouvait l'emporter sur la méfiance. Dans les villages, les radios communautaires diffusaient des messages d'encouragement. Les femmes chantaient les prénoms des combattants. Et les enfants, pour la première fois depuis longtemps, jouaient dehors, après le coucher du soleil. Ce frémissement, discret mais réel, marquait le passage d'une peur chronique à une espérance maîtrisée. Ce n'était plus le monde qui veillait sur le Sahel,
C'était le Sahel qui commençait à veiller sur lui-même. Tout commença dans la nuit du 2 octobre 2025, lorsque les radars militaires de Niamey détectèrent des signaux suspects près du désert de Tindiban. Quelques minutes plus tard, un message chiffré, signé d'Ibrahim Traoré, arriva sur les canaux sécurisés de l'Alliance du Sahel. « Nous ne réagirons plus. Nous définirons le champ de bataille. » Cette phrase déclencha la séquence la plus rapide et la plus coordonnée de l'histoire militaire contemporaine africaine. À 03h40, les premiers drones conçus localement par des ingénieurs maliens s'élevèrent dans le ciel. Ils cartographièrent les positions ennemies en temps réel, tandis que les unités burkinabais préparaient les batteries SR5, des lance-roquettes multiples capables d'atteindre des cibles à 70 km. À 04h15, les ordres furent confirmés. Feu. Les salves traversèrent la nuit, illuminant les dunes de lueurs oranges. Les communications ennemies se brouillèrent immédiatement, leurs véhicules pris au piège des tirs croisés. À 05h, les troupes nigériennes avancèrent en formation serrée, soutenues par un appui aérien malien. Le corridor qui reliait Arbinda à Gao, longtemps considéré comme imprenable, s'effondra en 3 heures. Les observateurs parlaient d'un effondrement structurel plus que d'une défaite tactique. Les groupes djihadistes perdirent à la fois leur dépôt de carburant, leurs relais et leur mobilité. Mais le cœur de l'opération n'était pas seulement dans le feu, il était dans la coordination. Chaque unité AES recevait des mises à jour en direct depuis un centre de commandement commun, sans traducteurs, sans conseillers étrangers. Pour la première fois, le Sahel se commandait lui-même. À 08h30, Traoré exigea une pause de 30 minutes pour vérifier les pertes civiles. Il refusa tout triomphe s'il impliquait des victimes innocentes. Ce détail, insignifiant pour certains, marqua les esprits des officiers. Un colonel nigérien dira plus tard « C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on changeait d'époque ». Vers midi, les dernières poches de résistance furent encerclées. Les avions maliens effectuèrent des frappes chirurgicales guidées par des données AES, coupant les voies de fuite. À 13h, le silence tomba sur Tindiban. Il ne restait que le vent et la poussière. Dans les villages alentours, les habitants sortirent timidement de leurs maisons. Ils reconnurent ce grondement, celui de la guerre. Mais cette fois, il portait un autre sens. C'était le bruit d'une terre qui décidait enfin pour elle-même. Au coucher du soleil, Traoré envoya un dernier message à ses troupes. « Nous n'avons pas gagné contre un ennemi, nous avons gagné contre le doute. » Et dans le désert, cette phrase résonna comme une prière nouvelle. 3 jours après l'opération de Tindiban, les premiers rapports consolidés par l'Alliance des États du Sahel révélèrent l'ampleur réelle du bouleversement. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, les forces conjointes avaient neutralisé plus de 1800 combattants armés, détruit 72 véhicules logistiques et repris le contrôle de plus de 600 km² de territoire. Mais ces chiffres, précis et froids, ne disaient pas tout. Chaque pourcentage, chaque courbe sur les cartes du renseignement militaire représentait des villages rendus à la vie, des écoles qui pouvaient rouvrir, des marchés qui retrouvaient leur voie. Les observateurs de l'Union africaine confirmèrent une baisse immédiate de 40% des incidents armés dans la région du Liptako-Gourma, un recul inédit depuis 2014. À Ouagadougou, les analystes notèrent que la stabilité retrouvée avait permis la réouverture de 32 axes routiers, jusque-là fermés pour cause d'insécurité. Et dans les semaines qui suivirent, les flux commerciaux locaux augmentèrent de 27%, selon les relevés douaniers du Niger. Derrière ces statistiques se cachait un changement de doctrine, le passage d'une défense assistée à une sécurité souveraine. Les données satellitaires, jadis contrôlées par des partenaires étrangers, furent remplacées par des réseaux régionaux gérés par les ingénieurs de Bamako et Niamey. Cette autonomie technique réduisit de 60% la dépendance aux canaux de renseignement extérieurs, libérant les armées africaines d'une tutelle invisible. Pour la première fois, les chiffres servaient une narration africaine, non une justification occidentale. Dans les académies militaires du Sahel, les instructeurs commencèrent à enseigner ce qu'ils appelaient désormais la doctrine des 3 U, unité, utilité, Ubuntu. Chaque lettre résumait une statistique et une philosophie. Unir les forces, utiliser les ressources locales, humaniser la victoire. Les rapports de terrain montraient aussi un effet inattendu, la confiance. Dans les sondages réalisés à Bamako, Niamey et Ouagadougou, 78% des citoyens déclaraient croire de nouveau en la capacité de leurs armées à protéger le pays. Ce chiffre, supérieur à tout indice économique,
valait à lui seul une révolution morale, parce qu'il prouvait que la souveraineté pouvait se mesurer non en promesses, mais en résultats visibles. Et cette fois, ces résultats parlaient la langue du Sahel. Certains observateurs étrangers ont tenté d'expliquer la victoire de l'Alliance du Sahel comme une simple coïncidence. Selon eux, les groupes armés auraient déjà été affaiblis par des années de sanctions et de rivalités internes. Mais cette lecture, commode, omet l'essentiel, la cohérence stratégique imposée par Ibrahim Traoré et ses homologues. Leur doctrine ne reposait pas sur la chance, mais sur un enchaînement méthodique de décisions. Renseignement local, autonomie logistique, synchronisation régionale. Les critiques affirment aussi que cette victoire pourrait n'être qu'éphémère, qu'elle masquerait une centralisation excessive du pouvoir militaire. Pourtant, sur le terrain, les faits disent autre chose. L'intégration des structures civiles au commandement, notamment les cellules d'ingénieurs et de communication communautaire, démontre une volonté d'équilibre entre discipline et inclusion. La force du modèle sahélien ne réside pas dans la rigidité, mais dans l'adaptabilité. Il accepte la diversité des contextes tout en maintenant un objectif commun, l'autonomie collective. Ce que certains nomment autoritarisme n'est souvent que la traduction africaine de l'efficacité en période d'urgence. Traoré lui-même l'a résumé ainsi. La liberté n'a pas besoin de permission, elle a besoin de préparation. Cette phrase, devenue maxime d'instruction, illustre la philosophie d'une révolution sans discours grandiloquent. Face à l'argument occidental du risque d'isolement, les dirigeants de l'AES répondent par des faits, des routes rouvertes, des écoles protégées, des frontières tenues. Aucun programme d'aide n'avait obtenu ces résultats. Ainsi se renverse la logique. Ce n'est plus l'Afrique qui doit justifier sa compétence, mais le monde qui doit réévaluer ses certitudes. Et dans ce dialogue brutal mais nécessaire, le Sahel n'apparaît plus comme un champ d'expérimentation, mais comme un laboratoire de souveraineté. Là réside la véritable épreuve, prouver que l'efficacité africaine n'est pas une exception, mais une méthode. Le tournant survint avec une phrase simple. Nous avons défini le champ de bataille. 8 mots prononcés par Ibrahim Traoré, repris sur les murs, les radios, les uniformes. Ce n'était pas un slogan, mais un basculement d'identité. Jusque-là, le Sahel s'était perçu comme une ligne de défense. Il devenait désormais une ligne de définition. Cette inversion, pensée avant d'obéir, anticipée au lieu de réagir, transforma la logique des institutions. Dans les académies militaires, les instructeurs enseignaient l'histoire de Tindiban comme un moment de conscience, plutôt qu'un épisode de guerre. Le succès cessait d'être mesuré en kilomètres conquis. Il l'était en confiance gagnée. À Niamey, des étudiants en génie observaient dans les drones AES et parlèrent d'avenir, au lieu de survie. À Bamako, les poètes redonnaient sens aux mots unité et dignité. Et à Ouagadougou, le silence du soir dans les casernes n'était plus celui de la peur, mais de la concentration. Ce milieu du récit, entre victoire et vigilance, marquait le passage du feu à la mémoire, là où la guerre cesse d'être un cri pour devenir une idée. Les répercussions de Tindiban dépassèrent largement le champ militaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'Alliance du Sahel transforma une victoire tactique en un changement structurel touchant chaque sphère de la société. 1. Niveau national, NN. Au Burkina Faso, l'État lança le programme Renaissance sahélienne, visant à convertir d'anciens champs de bataille en zones agricoles. En 3 mois, plus de 15 000 hectares furent déminés et remis en culture. À Bamako, le gouvernement annonça la création d'un institut des technologies de défense africaines formant 200 jeunes ingénieurs par an pour remplacer les systèmes importés. Ces initiatives signalaient une rupture. La guerre avait engendré une économie de savoir, non de dépendance. 2. Niveau diplomatique, DN. Dans les semaines qui suivirent, l'AES fut invité à siéger comme observateur permanent au Conseil de paix de l'Union africaine. Ce geste, hautement symbolique, marquait la reconnaissance d'une autonomie stratégique. Mais surtout, il modifia le ton international. Les capitales occidentales durent désormais consulter Ouagadougou avant toute opération régionale. Une inversion historique du rapport de force. 3. Niveau individuel, ND. Dans les villages du Liptako-Gourma, les familles commencèrent à rentrer. Les écoles rouvrirent, les marchés reprirent, et les voix de la radio communautaire remplaçaient le bruit des drones. Les enquêtes de terrain menées par des ONG locales indiquèrent une hausse de 32% de la fréquentation scolaire
et une chute de 45% des déplacements forcés. Les mères parlèrent de leurs fils non plus comme de survivants, mais comme de bâtisseurs. 4. Niveau culturel et symbolique. KV. L'image du Sahel changea. Dans les rues de Dakar, des fresques murales représentaient Traoré tenant une carte d'Afrique en feu avec la légende « L'Afrique se défend elle-même ». Les musiciens ghanéens et nigérians composaient des chansons rythmées par le mot Ubuntu. Même dans les diasporas européennes, les manifestations du 15 octobre brandissaient le drapeau rouge et vert du Burkina Faso comme symbole de dignité retrouvée. Cette diffusion d'énergie collective n'effaça pas les difficultés économiques, mais elle rétablit une hiérarchie morale. L'Afrique n'était plus définie par son manque, mais par sa capacité. Et dans les discours, un mot revenait sans cesse, respect. Parce qu'à partir de ce jour, le monde ne pouvait plus parler du Sahel sans écouter sa voix. 6 mois après la victoire de Tindiban, l'Alliance du Sahel se trouvait face à un carrefour historique. Ibrahim Traoré le savait. Une victoire mal consolidée peut se retourner contre ceux qui l'ont forgée. C'est pourquoi le haut commandement de l'AES formula 3 scénarios possibles pour l'année à venir. 3 lignes d'avenir, chacune dépendant non des armes, mais de la cohérence politique. 1. Scénario de base. Stabilité maîtrisée. Dans cette hypothèse, les réformes militaires et civiles continuent à un rythme mesuré. Les routes restent sécurisées, les écoles rouvertes et les États membres partagent un fonds commun pour la reconstruction. Le Sahel devient un espace d'expérimentation pour la coopération interafricaine. Ce scénario repose sur la continuité des institutions et sur la discipline collective instaurée depuis octobre 2025. 2. Scénario optimiste. Renaissance régionale. Si les promesses agricoles et industrielles aboutissent, la région pourrait enregistrer une croissance moyenne de 5,3% du PIB d'ici 12 mois. Les investissements internes remplaceraient progressivement les aides conditionnées. L'AES deviendrait alors un modèle de souveraineté productive, et le nom de Traoré serait associé non plus seulement à la résistance, mais à la construction. La jeunesse du Sahel, connectée et formée localement, deviendrait le moteur de cette dynamique. 3. Scénario pessimiste. Retour des pressions extérieures. Les sanctions économiques et les campagnes de désinformation pourraient fragiliser l'alliance. Des tensions politiques internes, rivalités d'élites, divergences économiques risqueraient d'éroder la cohésion. Traoré lui-même a reconnu ce danger. Le plus dur n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de garder la confiance. Ce scénario n'est pas une prophétie, mais un avertissement. Au terme de cette projection, une idée demeure. La victoire de Tindiban ne sera durable que si elle devient un mode de pensée, car l'avenir du Sahel ne dépend plus de l'aide, mais de la lucidité. Dans les mois qui suivirent, l'effet de Tindiban se fit sentir bien au-delà des frontières. Sous le regard d'Ibrahim Traoré, la victoire militaire se transforma en une pédagogie civique. Dans les écoles rurales du Burkina Faso, les enseignants expliquaient aux enfants que le mot « unité » ne se récitait plus, il se pratiquait. À Bamako, des femmes organisèrent des coopératives pour reconstruire les marchés détruits. À Niamey, des étudiants en ingénierie mirent en ligne leurs premiers prototypes de drones africains à bas coût. Chacun, à sa manière, traduisait la victoire en action. Ce mouvement, né sans slogans officiels, fonctionnait comme une onde silencieuse. Les habitants disaient « Nous avons appris que la dignité n'a pas besoin d'invités ». Les médias étrangers, d'abord méfiants, commencèrent à parler d'un réveil social. Mais ceux qui vivaient sur place savaient que ce n'était pas un miracle. C'était la continuité d'un effort. Le courage militaire avait ouvert la porte, mais c'est la population qui la tenait ouverte. Dans les villages du Sahel, la vie reprenait forme. Des puits réhabilités, des routes refaites, des enfants riant à nouveau dans la poussière. Et partout revenait la même phrase, simple et obstinée. Nous avons défini notre champ de vie, pas seulement celui de la guerre. Cette leçon, plus forte que n'importe quel discours, rappelait que la vraie souveraineté commence là où le peuple décide de ne plus attendre. Après la victoire de Tindiban, Ibrahim Traoré insista sur un principe « Gagner la guerre n'a de sens que si l'on gagne la paix ». Cette phrase guida la création d'une feuille de route en 5 étapes, élaborée par les états-majors et les ministères civils du Sahel. 1. Sécuriser et reconstruire. Les armées AES maintiennent une présence légère dans les zones libérées, tandis que les ingénieurs civils réparent les infrastructures prioritaires, routes, écoles, puits. Objectif, restaurer 80% des services essentiels avant la saison des pluies. 2. Former
et transmettre. Un programme régional de formation militaire et technologique a été lancé pour 1000 jeunes par an. Les anciens combattants y deviennent instructeurs, transformant l'expérience du front en savoir durable. 3. Produire et nourrir. Le Burkina Faso et le Niger investissent ensemble dans des corridors agricoles, reliant les anciens champs de bataille aux marchés urbains. Chaque hectare réhabilité devient un symbole. La terre guérie par le travail. 4. Communiquer et unir. Des radios communautaires multilingues diffusent les nouvelles de l'Alliance, remplaçant les rumeurs par l'information directe. C'est la guerre du récit, celle que Traoré considère aussi vitale que les armes. 5. Prévoir et protéger. Un conseil de vigilance permanente surveille les campagnes de désinformation et coordonne les ripostes numériques. Parce que, selon Traoré, la prochaine bataille se gagnera dans les esprits. Ainsi se dessine une souveraineté opérationnelle, pensée, exécutée et mesurée par ceux qui vivent sur la terre qu'ils défendent. Le soir du 15 octobre, le vent du Sahel portait encore l'odeur du sable et des promesses. Sous la lumière déclinante, Ibrahim Traoré se tenait dans la cour du quartier général, entouré de jeunes officiers silencieux. Il ne parla pas de victoire, ni de pouvoir. Il parla d'héritage. Le lion, dit-il, a retrouvé sa force, mais il devra apprendre à la garder. Ces mots, sobres et lourds, traversèrent les murs pour rejoindre les villages, les écoles, les places publiques. Dans chaque écho, on entendait le même battement, la dignité revenue. Un vieil homme de Dori raconta plus tard qu'en entendant cette phrase, il avait su que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ce n'était pas la fin d'une guerre, mais la naissance d'une conscience. Les tambours qui résonnaient cette nuit-là ne célébraient pas la mort des ennemis, mais le réveil d'un peuple. Et dans la poussière du crépuscule, les visages levés vers le ciel semblaient dire sans mots « Nous avons combattu pour respirer. Désormais, nous respirons pour bâtir. » Le lendemain de la cérémonie, les radios du Sahel diffusaient encore les mots d'Ibrahim Traoré. « Nous ne cherchons pas à impressionner le monde, mais à nous relever. » Ce message, calme et sans triomphe, résumait l'esprit d'une génération. Car le véritable enjeu n'était plus la victoire militaire, mais la permanence de la fierté. Dans les villages, on peignait sur les murs les 3 lettres AES comme un serment tranquille. À travers l'Afrique, des voix se répondaient, artistes, enseignants, agriculteurs, tous portaient dans la même idée, que la liberté se cultive chaque jour, comme un champ qu'on irrigue. La révolution du Sahel n'avait ni drapeau nouveau, ni capitale unique. Elle tenait dans une attitude, une respiration. Et pour ceux qui écoutaient au loin, de Dakar à Kinshasa, cette respiration sonnait comme un rappel. La dignité n'a pas de frontières. Le monde entier pouvait débattre de stratégie. Le Sahel, lui, avançait. Alors, que reste-t-il à chacun de nous? Peut-être simplement ceci, écouter, comprendre et transmettre l'histoire d'un peuple qui s'est levé pour se définir lui-même.